Il y a 10 jours, il a lancé une pétition en faveur de la chloroquine. Vous savez, c'est cette molécule qui fait débat dans le traitement du Covid-19. Philippe Douste-Blazy, l'ancien ministre de la Santé, c'était entre 2004 et 2005, par ailleurs ancien maire de Lourdes et Toulouse, est mon invité. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre appel. Alors, avant d'essayer de comprendre cet invraisemblable imbroglio autour de la chloroquine et des raisons surtout de votre engagement en faveur de son utilisation, j'aimerais que vous nous disiez un mot, s'il vous plaît, monsieur le ministre, sur l'allocution télévisée du président lundi soir. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces principales annonces ? D'abord, vous dire combien je suis heureux de venir à Radio Présence ce matin. Penser Merci. aussi à l'anniversaire de cette malheureuse incendie, ce malheureux incendie de Notre-Dame, et dire que j'espère que cet très grand édifice pourra vite être reconstruit. Oui, sur Monsieur Macron et sur ce discours, je pense d'abord que le discours était humble, il avait changé, un discours grave, un discours important sur le sujet, évidemment, qui est surtout le confinement qui doit rester. Pourquoi le confinement doit rester ? Parce que chaque 8 minutes de confiné, nous gagnons une vie. Et donc nous pouvons diminuer le nombre de personnes en réanimation. Il est donc capital de continuer au moment où on commence à avoir le résultat du confinement, continuer notre effort. Ce qui m'ennuie plus, c'est que il n'a pas bien expliqué ce qu'on pouvait faire pendant ce confinement. Pendant ce confinement, il faut tester les personnes de façon à pouvoir séparer très rapidement les malades afin de les mettre en quatorzaine et qu'ils ne soient pas contagieux pour leur famille. La reprise de l'école le 11 mai, il semble faire le choix de l'immunité collective chère à un docteur que vous connaissez bien, le docteur Raoult. Alors, l'immunité collective est possible si vous testez tout le monde. C'est-à-dire que le professeur Raoult a des résultats aujourd'hui à Marseille comme il n'y en a nulle part, puisque le taux de mortalité à Marseille est le plus bas de très loin en France. Pourquoi ? Parce que les Marseillais, 2,5% des Marseillais, autrement dit tous ceux qui ont eu plus ou moins des symptômes, ont eu l'impression d'avoir des symptômes, ont été immédiatement testés et immédiatement traités. Alors ils ne sont plus devenus contagieux. Donc c'est les deux, si vous voulez, que l'on peut faire. Sinon, et j'ai vu que l'Ordre des médecins, ce matin, s'était opposé à cela. Inquiète. Sont inquiets. La question, c'est qu'il est très difficile de savoir pour deux raisons. La première, c'est que est-ce que le virus est transporté par les enfants ? Certains disent oui, d'autres disent non. En fait, on ne le sait pas très bien. Donc 15 jours après la rentrée des classes, on sera très vite fixé pour savoir s'il y a un nouveau, s'il y a un rebond ou pas. Et puis je crois que le président a été aussi guidé pour des raisons économiques. Comment Bien demander à 7 millions de personnes de repartir, ou 8 millions de personnes de repartir au travail si leurs enfants sont encore à la maison, avec un risque d'avoir les enfants gardés par les grands-parents. L'économie qui prend le pas sur la santé de la population, vous, ministre de la Santé, vous l'auriez accepté, monsieur le ministre, justement ? Je pense que le volet économique, pour être très clair et pour répondre très clairement avec vous à votre question, le volet économique ne peut être traité qu'après le volet sanitaire. Ce n'est qu'avec une sécurité sanitaire parfaite que nous pourrons commencer le volet économique. Alors, dans son discours dont nous parlons ensemble, il n'a pas eu un mot sur la chloroquine. Il s'est pourtant rendu à Marseille la semaine dernière. À votre avis, pour quelle raison a-t-il voulu rencontrer le docteur Raoult, qui donc s'est fait connaître, docteur Raoult de l'IHU de Marseille, l'Institut hospitalo-universitaire qui lui prône l'usage. Pourquoi est-il allé le rencontrer ? Il l'a rencontré parce que le professeur Raoult a inventé une association médicamenteuse d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, qui est une antibiotique, qui fait disparaître le virus dans le corps du malade en 6 jours.
Et donc, avec une diminution des signes, une diminution des complications, et je vous l'ai dit tout à l'heure, un taux de mortalité qui est très bas. Et donc, il était extrêmement intéressant. Il y a un débat... Il voulait se faire une idée, c'est ça que vous nous dites? Comment? Il voulait se faire une idée? Il Son voulait idée? se faire une idée. Il est très important aujourd'hui qu'il s'extrait, comme tout chef, je dirais, de guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre, a-t-il dit. Il faut s'extraire des sociétés savantes, des experts qui sont très très importants, certes, pour aller sur le terrain et faire sa propre idée. Depuis, et en particulier il y a quelques heures, chez vos confrères de RFI, il vient de s'exprimer longuement sur le professeur Raoult, disant qu'il fallait justement tenter la bithérapie, c'est-à-dire cette association médicamenteuse. On va y venir, oui. Et qu'il fallait la contrôler sa toxicité, bien sûr, puisque certaines personnes font passer un médicament qui existe depuis 50 ans comme un véritable poison. Alors justement, on va y venir. Ce n'est pas un poison, nous dites-vous, c'est une molécule que l'on connaît, qu'on utilise depuis 50 ans. Qu'est-ce qu'on sait de cette molécule? Quand est-ce qu'elle est habituellement utilisée? Alors, d'abord, il y a deux molécules, hein, mais vous parlez de l'hydroxychloroquine. C'est un médicament que l'on connaît depuis à peu près 70 ans. C'est un médicament qui a été donné à toutes les générations jusqu'à il y a 20 ans, à peu près 25 ans. Chaque fois que quelqu'un partait en Afrique, il prenait de la nivaquine parce que c'est un antipaludéen. Bon. Depuis, il y a des résistances au palu, donc on en donne moins. Nous n'avons jamais... Enfin, les médecins du monde entier ont donné à peu près à 2 milliards d'êtres humains la nivaquine sans qu'on ait le moindre problème en réalité. Donc faire passer la nivaquine pour l'hydroxychloroquine, qui est vraiment très peu dosée par rapport à la nivaquine comme médicament très dangereux, est quand même très fort. Il faut reconnaître que l'hydroxychloroquine est un médicament très puissant, qu'il peut y avoir des complications cardiovasculaires avec des troubles du rythme, et donc il est fondamental surtout de ne pas s'auto-prescrire de l'hydroxychloroquine. Ça peut être extrêmement dangereux, et donc il faut que ce soit un médecin qui vous le prescrive après avoir fait un électrocardiogramme avant le traitement et 2-3 jours après. Alors, Monsieur le Ministre, il y a 10 jours, vous avez lancé une pétition. À vous qui nous écoutez, vous pourrez la retrouver sous le hashtag Ne perdons plus de temps. Il y aurait, je crois, ce matin, j'ai pas regardé, mais plus de 500 000 personnes qui l'ont signée. C'est une pétition qui demande à ce que les médecins puissent prescrire de la chloroquine beaucoup plus largement que ce qu'ils ont le droit de faire aujourd'hui. C'est quoi le sens de cette pétition, Philippe Douste-Blazy? Le sens de cette pétition, c'est que lorsque on voit les résultats du professeur Raoult, lorsqu'on voit le taux de mortalité très bas dans les Bouches-du-Rhône, lorsque l'on voit le drame sanitaire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'on voit que encore hier, nous avons eu plusieurs centaines de morts et plusieurs centaines de personnes qui sont rentrées en réanimation, on se dit, mais pourquoi ne pas laisser la possibilité aux médecins, je ne dis pas de demander aux médecins de le prescrire, mais d'avoir la possibilité, après 10 ans d'études, de prescrire un médicament qui, il y a encore 2 mois, était en pharmacie très facilement. Donc, nous avons fait une pétition et, en effet, nous sommes sidérés par la réussite de cette pétition, puisqu'en l'espace de 10 jours, nous avons plus de 500 000 signatures. Il est important d'avoir une liberté de prescription, car le décret ministériel, aujourd'hui, ne réserve ce médicament qu'aux malades Covid-19 très graves, dans un état très sévère, à l'hôpital, avec pneumopathie bilatérale et insuffisance respiratoire, c'est-à-dire le moment où l'hydroxychloroquine ne fonctionne plus. C'est ça, vous parlez du fameux décret ministériel du 26 mars 2020 où il a été effectivement autorisé de prescrire de l'hydroxychloroquine aux patients atteints de formes graves. Vous, ce que vous demandez, c'est que dès les premiers symptômes, le médecin puisse prescrire de la chloroquine, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Qu'il puisse, comme vous le dites très bien, qu'il puisse, je ne dis pas qu'il le fasse, qu'il puisse le faire. Ce qui est différent. Donc, en fait, vous avez 2 phases. Vous avez la phase virale, qui dure du 1er au 7e jour, où le virus se multiplie dans votre corps,
Et ensuite, vous avez une phase qu'on commence à comprendre maintenant, entre le 7e et le 14e jour, qui n'a rien à voir. C'est là où les choses peuvent se compliquer brutalement. C'est une phase immunitaire, comme une sorte d'orage immunitaire, et on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une inflammation, les poumons sont souvent pris, des patients arrivent à pied aux soins intensifs aux urgences parce qu'ils sont un peu oppressés, et 3 heures après, ils sont aux soins intensifs. Donc, il faut agir dans les premiers jours. Et donc, cette association du médicament baisse le virus. Donc, si vous la donnez au de la deuxième phase, ça ne sert à rien. Si vous la donnez au début, alors vous êtes efficace. Alors, à vous entendre, Monsieur le Ministre, on aurait le remède, mais le gouvernement préfère regarder ailleurs, c'est ça que vous nous dites ? En tout cas, il y a là une incompréhension de ma part sur, je dirais, l'impossibilité qu'ont les médecins aujourd'hui à pouvoir prescrire ce médicament. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, il peut y avoir... Certains le font tout de même. On entend beaucoup de gens qui se sont fait... malheureusement, tous ceux qui sont parfois en train de dire qu'il ne faut pas le faire, chaque fois qu'ils sont malades, vous demandent sous le coude si vous avez une botte de plaquenil. Oui, ça c'est sûr. Ils sont hors la loi, ceux-là ? Comment ? Ils sont hors la loi faisant ça ? C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine avant la forme sévère. Je ne comprends pas pourquoi les médecins prescrivent des médicaments beaucoup plus, je dirais, forts encore et puissants que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette pétition, parce que j'ai réfléchi avant de faire cette pétition, pourquoi il n'y a pas 500 000 virologues en France. Donc, pourquoi ? Donc, je l'ai fait. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, parce qu'il y avait une incohérence dans le droit de prescrire pour un médecin. Et je pense que ça peut intéresser évidemment tout un chacun. On peut peut-être préciser à l'endroit de ceux qui nous écoutent que les Italiens l'autorisent depuis 2 semaines, les États-Unis également, la Chine aussi. Alors il y a en France manifestement une résistance. Il ne faut pas brûler les étapes, disent ceux qui ne veulent pas l'utiliser tout de suite. C'est ce que dit également le ministre de la Santé. Est-ce qu'il y aurait également des enjeux financiers derrière, monsieur le ministre ? Ça, je ne me permettrai pas de le dire. En tout cas, pas de la part du ministre de la Santé ni du Conseil scientifique. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a plusieurs médicaments qui sont actuellement en compétition, j'ai vu entre guillemets. L'hydroxychloroquine qui coûte 0,02, vous avez bien entendu, 0,02 $ par jour. C'est un traitement qui doit durer 28 jours. Et puis ensuite... C'est pas bon pour les labos, ça. Oui, voilà, c'est gratuit, on va dire. Ce qui serait très important d'ailleurs si jamais des pays en développement et pauvres étaient touchés. Donc il pourrait y avoir en effet une possibilité très rapide de pouvoir payer ces traitements. Et puis à côté, comme toujours, des antiviraux nouveaux. Je signale que, pour vous donner un exemple, le dernier médicament contre l'hépatite C, et qui est exceptionnel d'ailleurs, a été découvert par des Américains, par un laboratoire pharmaceutique américain il y a maintenant 7-8 ans. Il valait 84 000 $ le traitement de 20 jours, alors que son coût de production était de 100 $. Et d'ailleurs aujourd'hui, après un combat acharné, il vaut 31 $. Donc entre 84 000 $ et 31 $, je vous laisse juste calculer le bénéfice que c'est. Un dernier mot, ça sera ma dernière question, monsieur le ministre. Je vous invite à dépasser la question de la chloroquine. La crise sanitaire que nous traversons a mis en évidence évidemment la fragilité de notre système de santé. Si vous deviez redevenir ministre de la Santé, admettons que vous le soyez, vous prenez quelles mesures en faveur de l'hôpital une fois la crise passée ? D'abord, je crois que le ministre de la Santé ne peut plus être quelqu'un que l'on considère comme celui qui n'apporte que des soucis d'argent, qui vient que pour quémander un peu plus d'argent pour l'hôpital, pour les salaires des infirmières, et qu'il est gênant. Non, je crois que le ministre de la Santé, dorénavant, dans n'importe quel pays du monde, sera
beaucoup mieux considérés et que les gens ont compris non pas la faiblesse du système de santé, mais leur propre faiblesse à eux. L'être humain est redevenu ce qu'il aurait toujours dû rester, c'est-à-dire un être humble dans une nature qu'il ne contrôle pas et qui a certainement des choses plus importantes, là je fais un peu de spiritualité, au-dessus de l'être humain. Voilà ce que je crois est la conclusion de cette crise terrible. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion, Monsieur le ministre Philippe Douste-Blazy. Merci d'avoir été notre invité ce matin pour parler de cette pétition. Ne perdons plus de temps en faveur de l'usage de la chloroquine. Merci beaucoup. Merci.